Dans son bureau somptueux, une tension invisible mais palpable s'installe, tandis qu'Altagracia peaufine les derniers détails d'un plan machiavélique avec son fidèle homme de main, Matamoros. Altagracia a un objectif bien précis en tête, obtenir un échantillon de salive de Braulio Padilla. Elle ordonne ainsi à son homme de garder les yeux grands ouverts, de surveiller attentivement son verre de champagne et de s'assurer de le récupérer dès qu'il aura posé ses lèvres dessus. Lorsque Braulio fait son entrée, inconscient du piège qui se referme sur lui, Altagracia l'accueille avec un grand sourire, jouant la comédie de la femme d'affaires comblée et reconnaissante. Elle prétend vouloir célébrer la signature d'un contrat de plusieurs millions de dollars et surtout le remercier d'avoir pris contact avec les femmes de la fondation pour leur nouveau projet. Face à cette soudaine effusion de gentillesse, Braulio se montre d'abord méfiant, surpris par les louanges de sa patronne qui les jours précédents ne cessait de lui reprocher son manque d'efficacité. Pour dissiper ses doutes, Altagracia feint le regret et lui présente des excuses calculées, affirmant qu'elle a injustement déversé sa frustration sur lui. Flatté et aveuglé par son ambition, Braulio accepte de lever son verre et de boire une gorgée de champagne, scellant ainsi, sans le savoir, son propre destin. Dès que Braulio s'éloigne sous un prétexte professionnel vers le département des relations publiques, Matamoros s'empare discrètement du verre précieux. Altagracia, le regard noir de détermination, donne alors ses instructions. Envoyer immédiatement ce verre au technicien légiste pour comparer l'ADN à celui du cheveu retrouvé sur le corps de Jay McGeer, car elle est désormais intimement convaincue que Braulio est le meurtrier. Pendant ce temps, à des kilomètres dont elle rêve depuis si longtemps. La réalité carcérale vient cependant rapidement assombrir ses douces illusions. Ailleurs, Gabino est en communication téléphonique avec son supérieur Raphaël pour lui faire part de ses difficultés. Après s'être rendu au bureau du procureur général, il avoue n'avoir trouvé aucune trace de l'incident recherché. Face à la frustration de son interlocuteur qui exige des résultats immédiats sans perte de temps, Gabino explique qu'il s'est entretenu avec des policiers vétérans de la région. Si l'affaire ne lui dit rien, ils lui ont fourni les coordonnées d'anciens agents locaux susceptibles de détenir des informations capitales. Le jeune Emiliano sollicite son père pour obtenir un chèque d'un montant astronomique de 300 000 pesos. Surpris par une telle somme, le père exige des explications. Emiliano prétexte vouloir acquérir une moto de fabrication américaine et affirme avoir besoin de fonds supplémentaires pour couvrir des frais d'enregistrement particuliers à la concession pour éviter tout problème d'illégalité. Sentant une opportunité de manipuler son fils, Raphaël accepte de signer le chèque, mais à une condition stricte et cruelle. Emiliano doit rompre définitivement avec Isabella. Révolté, le jeune homme demande si c'est ainsi qu'il évalue la valeur de la jeune femme. Son père réplique cyniquement qu'il y a d'autres poissons dans l'océan, poussant Emiliano à lui demander si c'est également de cette manière qu'il perçoit sa propre mère, comme une présence remplaçable. Bien que le père défende l'honneur et le respect dû à son épouse, il insiste sur le fait qu'Isabella n'est pas le bon choix pour lui et le somme de réfléchir sérieusement à ce marché avant de prendre une décision. Parallèlement, une tragédie médicale se joue dans une clinique privée où Valeria s'apprête à commettre l'irréparable. Accompagnée de son amie Laetitia, la jeune femme est rongée par l'angoisse à l'idée de subir une aspiration utérine manuelle. Le médecin tente de la rassurer en affirmant que la procédure est totalement sûre, puisqu'elle se situe dans la limite des 12 premières semaines de grossesse et qu'un sédatif lui permettra de ne rien sentir avant de pouvoir rentrer chez elle. Malgré ces paroles rassurantes, Laetitia sent l'hésitation profonde de son amie et lui rappelle qu'elle ne semble pas tout à fait convaincue par ce choix. Valeria, en larmes, réplique qu'elle n'a tout simplement pas d'autre option et qu'elle doit surmonter sa peur pour en finir au plus vite. Alors que Valeria est emmenée seule vers le bloc opératoire, un contretemps majeur survient à l'extérieur. L'Opesito tente désespérément de démarrer sa voiture pour une urgence vitale, mais le moteur reste désespérément mort. Pris de panique à l'idée qu'une vie d'enfant est en jeu, il interpelle un motariste de passage et le supplie de lui vendre sa moto sur le champ pour pallier à cette panne critique. Le motariste, touché par la détresse de cet inconnu, accepte de lui céder son deux roues en échange de l'épave de la voiture, permettant à l'Opesito de s'élancer à toute allure vers la clinique où se trouve Valeria. Le soulagement se mêle à l'angoisse à l'hôpital, où le docteur annonce une nouvelle cruciale à Yesenia. Lazzaro a enfin se réveillé et a ouvert les yeux. Cependant, le médecin tempère immédiatement les réjouissances, en expliquant que le patient souffre toujours d'une pression crânienne extrême. Cette condition médicale sévère entraîne une cécité temporaire qui altère sa perception de l'environnement.
Lazzaro est capable de distinguer la lumière, les formes, les mouvements et les visages, mais tout lui apparaît de manière extrêmement floue. De plus, il subit de légers épisodes d'hystérie et de confusion qui peuvent provoquer des évanouissements ou des pertes de mémoire soudaines. Inquiète de savoir si son proche va la reconnaître ou s'il perd la raison, Yesenia écoute attentivement le médecin qui précise qu'il est tout à fait capable de tenir une conversation, bien qu'il soit encore itubé, et qu'il ne faille sous aucun prétexte forcer sa réhabilitation. Enfin, l'épisode s'achève sur une note de contraste saisissant au sein de la fondation d'Altagracia. Regina fait visiter les lieux à Daniel, l'emmenant découvrir la classe de céramique où les femmes apprennent à fabriquer des vases et des objets traditionnels destinés à être vendus aux touristes de la capitale. Cette visite met en lumière la véritable mission de la Fondation, qui ne se contente pas d'offrir un abri et une protection à ces femmes victimes d'abus, mais s'efforce de leur enseigner un métier pour garantir leur future indépendance financière et rompre le cycle de la dépendance vis-à-vis de partenaires violents. Au cours de la discussion, Daniel évoque le passé d'Altagracia, s'étonnant qu'elle ait commencé à travailler dès son jeune âge. Regina confirme alors que sa sœur a débuté dans le milieu très rude de la construction en suivant les traces de son père qui était ouvrier de bâtiment. C'est dans cet univers exigeant qu'elle a forgé son caractère et acquise toutes les connaissances immobilières qui ont fait sa fortune. Regina rappelle ainsi avec émotion que malgré l'immense richesse actuelle d'Altagracia, qui pousse les gens à croire qu'elle a toujours été privilégiée, les deux sœurs viennent d'un milieu extrêmement humble et humilié, une révélation qui jette une nouvelle lumière sur la complexité de la redoutable Donia. Dans son bureau somptueux, dans son bureau somptueux, Milieu très rude de la construction, taille d'un plan machiavélique avec son fidèle homme de main.